Dans une première vidéo, on t'a expliqué les règles de base à avoir en tête quand tu négocies un contrat. Maintenant, il est évident qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est ton interlocuteur. Négocier avec une start-up, un grand compte, un institut de recherche, évidemment, c'est différent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la négociation avec un grand compte. Quand on projette une négociation entre une start-up et un grand compte, on a un peu une vision collision des planètes. On a deux mondes très différents en termes de structuration, en termes d'agilité, en termes de fonctionnement. Avec un rapport de force, on va pas se mentir, pas forcément en faveur de la start-up. Donc pour se donner les meilleures chances que ça fonctionne et pour que la négociation soit fluide, il y a un certain nombre de choses à avoir en tête et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une des premières choses à faire, c'est évidemment de connaître ton interlocuteur. Il faut comprendre le mode de fonctionnement et les enjeux du grand compte. Déjà, ce sont des entités qui ont des exigences énormes et souvent peu de souplesse, ce qui peut être assez frustrant dans une négociation. Mais il faut comprendre qu'eux-mêmes subissent ces exigences de la part de leurs clients. Et par ailleurs, ils peuvent être soumis à des contraintes légales et réglementaires assez fortes en fonction du secteur dans lequel ils opèrent. Par exemple, s'ils sont dans l'aéronautique ou l'énergie. Donc quand on a compris ça, on comprend que leur mode de fonctionnement va être complètement loqué sur certains points. Il va y avoir des éléments sur lesquels ils ne pourront pas bouger et sur lesquels ils ne voudront pas négocier. Donc évidemment, il faut identifier ces éléments autant que possible en amont. Et ça sert à rien d'essayer de les changer, il faut plutôt se demander est-ce que je peux y répondre? Et ensuite, il faut mettre la souplesse sur d'autres éléments de négociation qui, eux, peuvent bouger. La deuxième chose à avoir en tête, c'est l'organisation du grand compte. On va avoir un organigramme, une hiérarchie, des politiques internes qui peuvent être complexes. La start-up discute généralement avec le service achat, mais derrière, il y a les services techniques qui vont intervenir. Les services juridiques auront aussi leur mot à dire. On peut avoir encore d'autres services métiers qui interviennent. Et entre tous ces services, on peut avoir des jeux de politique interne avec des interlocuteurs plus ou moins influents. Ça va évidemment jouer sur la façon dont on va négocier et avec qui on va négocier. J'y reviendrai dans une minute. Ça a une autre conséquence, la négociation va prendre du temps. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que la temporalité du grand compte n'est pas la même que celle de la start-up. Alors là, j'ai parlé de choses qui peuvent sembler assez négatives, assez contraignantes. Et au vu de tout ça, on pourrait se demander mais est-ce qu'il y a une chance qu'un grand compte arrive à travailler avec une start-up? Ben oui, dans un grand compte, on a souvent un manque d'innovation en interne et besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Et on a certains grands comptes qui sont de plus en plus intéressés par le mode de pensée, les business models, l'innovation des startups. C'est pas pour rien que certains font des incubateurs. Donc il y a vraiment des très belles choses à faire entre start-up et grands comptes. La deuxième chose à faire, c'est de préparer une équipe de négociation et d'avoir une idée assez claire de celle qu'on a en face côté grand compte. Je l'ai dit tout à l'heure, dans un grand compte, on a différents services qui vont intervenir pendant la négociation. En général, à minima, on a les achats, la DSI et le juridique. Donc en face, il faut préparer une équipe qui puisse dialoguer avec chacun de ces services. Donc il faut réunir ces trois aspects, l'opérationnel, le technique, le juridique. Côté start-up, en général, on a une personne qui réunit les trois casquettes. Ça peut ne pas être suffisant. Donc il faut s'assurer que la personne qu'on envoie négocier peut intervenir sur ces trois aspects. Et si c'est pas le cas, il faut monter une vraie équipe de négociation et le cas échéant, ne pas hésiter à se faire accompagner sur la technique et sur le juridique. Côté grand compte, pendant toutes les interactions que tu vas avoir avec leurs équipes, il est très important de t'assurer qu'il y a une vraie volonté de closer le deal avec toi, que le projet a le soutien de la hiérarchie et qu'un budget suffisant a été alloué, sinon ça ne fonctionnera pas. Et surtout, il faut essayer d'identifier quel service est décisionnaire sur le projet. Souvent, c'est le service qui en a le plus besoin, mais en fonction des politiques internes, ça peut être un autre interlocuteur. Parce que ton objectif doit être de créer une bonne relation avec cet interlocuteur ou avec ce service pour avoir un allié au sein du grand compte. Quand il y a des points de blocage ou de discussion qui vont apparaître, le but, c'est que tu aies quelqu'un côté grand compte qui cherchera des solutions avec toi parce qu'il veut que le deal se fasse. Troisième chose à savoir, le cas échéant, il faut signer un NDA, un Non-Disclosure Agreement ou accord de confidentialité, pour pouvoir discuter tranquillement. Parce que la start-up peut avoir peur de divulguer son innovation à un grand compte qui aurait la force de frappe pour développer une solution concurrente de son côté en quelques mois. Et côté grand compte, on peut avoir quelqu'un qui craint de divulguer ses informations stratégiques à la start-up. Et pourtant, pour que la négociation ait une chance de fonctionner, il faut que les deux se parlent. Donc la solution, c'est de signer un NDA. Et surtout, pour pouvoir le mettre en œuvre si besoin, il faut veiller à bien identifier et acter quelles informations sont communiquées. Concrètement, quand tu communiques une info confidentielle, il faut t'assurer de le faire par écrit ou, si tu l'as communiquée par oral, de la confirmer par écrit, par exemple avec un email, et en ajoutant une mention information confidentielle sur le document ou l'email. Alors, soyons réalistes. Signer un NDA ne va pas te garantir à 100% que le grand compte ne divulguera pas une information que tu lui as communiquée ou surtout qu'il l'utilisera pas pour son propre compte. Maintenant, entre ne rien signer du tout et signer un NDA en faisant ensuite attention aux informations que tu communiques, le choix est vite fait. Signer un NDA. Déjà,
Ça envoie un message et en cas de problème, tu auras au moins des options pour te défendre. Pendant la négociation, la première chose, c'est évidemment d'avoir les idées claires sur le deal, sur ce que chacun en attend et sur les suites possibles. Alors déjà, le deal lui-même. Est-ce qu'on est sur un POC avec un enjeu qui est de tester si une solution fonctionne, ou est-ce qu'on est sur le déploiement en production d'une solution où là on va avoir des enjeux de qualité de service plus élevés? Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que la startup peut faire? Il faut anticiper la roadmap et s'assurer qu'on va pouvoir mettre le bon budget en face. Là-dessus, on en avait parlé dans la première vidéo. Ne t'engage pas à des choses que tu ne peux pas délivrer. Concrètement, ça veut dire ne pas dire oui à tout. Ne pas dériver trop loin de ce dont on discutait au départ, au risque de promettre des choses que tu ne peux pas faire ou de devoir demander des rallonges de budget qui vont crisper la relation, voire carrément la terminer. Faut quand même se rappeler que le grand compte fait lui-même face à des exigences et des pressions énormes. Et donc quand il fait appel à un fournisseur, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir où est-ce qu'il met les pieds. Dire oui à tout ce qu'il va te demander, c'est pas forcément rassurant. Il vaut mieux être clair sur ce que tu ne peux pas faire, parce que tu seras d'autant plus crédible et rassurant quand tu lui parleras de ce que tu peux faire. Là, on parlait du deal lui-même. Si on prend un peu de hauteur, c'est aussi intéressant de toujours garder en tête quand tu négocies qu'est-ce que chacun attend du deal et qu'est-ce qui pourra se passer après. Pour la startup, est-ce qu'elle attend un partenaire technique? Est-ce qu'elle attend du chiffre d'affaires, une référence commerciale? Quelqu'un qui à terme pourrait investir dans sa société? Côté grand compte, il peut aussi attendre différentes choses. Qu'est-ce qu'il vise avec la startup? Une pure solution technique, une innovation, une potentielle prise de participation. Il faut s'assurer que les attentes des deux sont compatibles entre elles, parce que chacun va mettre plus ou moins de ressources, plus ou moins d'efforts dans le deal, en fonction de ce qu'il en attend. Et il faut que ça concorde. Par exemple, si la startup donne tout dans un POC, dans l'optique d'obtenir dans un deuxième temps le marché en production, alors que le grand compte de son côté, il veut juste valider une hypothèse technique, mais derrière, il n'a pas forcément l'intention de travailler avec la startup, elle peut être dans une situation à risque. Et à l'inverse, si elle a des chances d'obtenir le marché en production, il faut qu'elle anticipe la charge technique que ça va représenter et qu'elle puisse rassurer le grand compte sur ce qu'elle est capable de mettre en place. Avoir les idées claires sur ces différents enjeux va permettre d'orienter les négociations et surtout de traiter un autre point qui est essentiel, c'est le fait d'anticiper une sortie propre. Quand une startup travaille avec un grand compte, il y a souvent des développements techniques qui vont être réalisés, voire de la R&D. Quand on va arrêter de travailler ensemble, à qui est-ce que ça appartiendra ? Par exemple, la startup peut se dire « ce deal-là va me permettre de financer le développement de la V2 de mon produit. Ok, super, mais le grand compte, lui, de son côté, risque de demander les droits de propriété intellectuelle. Donc dans ces cas-là, ça peut ne pas fonctionner. » On peut avoir aussi le cas dans lequel une solution technique est mise à disposition du grand compte. Il va enregistrer ses données dans cette solution. Et là aussi, la question se pose. Qu'est-ce qui va se passer quand la relation s'arrêtera? Si le grand compte doit basculer sur une autre solution technique, est-ce que la startup doit l'aider à le faire? Est-ce qu'elle doit supporter les frais que ça représente? Et donc des questions de propriété intellectuelle, de réversibilité qui vont se poser, entre autres. On pourra rentrer dans le détail de ces sujets et plus généralement des différentes clauses à négocier dans une autre vidéo, par exemple sur les sujets de responsabilité, de pénalité, libératoire, pas libératoire, etc. Une fois qu'on a une vision claire du deal, des enjeux, il faut partager cette information, il faut transcrire cette information au maximum dans une proposition commerciale, un document d'information. Et plus généralement, il faut avoir le réflexe de réexpliquer à chaque nouvel interlocuteur ce qu'on fait et quel est l'objet du deal. Par exemple, on a eu le cas d'une négociation où il restait un sujet RGPD. On discute avec la déléguée à la protection des données du grand compte qui bloque complètement. Et dans la discussion, on se rend compte qu'en fait, elle comprend pas ce qu'on fait. Donc quand on lui a réexpliqué ce que faisait la solution, ce que faisait la startup, quel était l'objet du deal, tous les aspects opérationnels, ça a complètement débloqué la situation. Dernier sujet, comment est-ce que ton deal va se matérialiser? La plupart du temps, le grand compte va vouloir utiliser ses propres CGU ou son contrat, c'est-à-dire que tu vas devoir négocier sur la base de sa documentation contractuelle que tu vas devoir adapter. Le process que nous on conseille, c'est de ne pas discuter sur ces aspects formels tant qu'on n'est pas d'accord sur tous les aspects opérationnels. On en parlait dans la première vidéo, paradoxalement, ça fait gagner du temps de ne pas écrire au départ. Alors ça a une incidence sur les équipes de négociation dont on parlait tout à l'heure. En pratique, notre recommandation, c'est de parler d'abord avec les opérationnels et les achats pour valider le deal. Ça veut dire 1, la volonté de le faire, et 2, ses modalités essentielles. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces points-là, on peut impliquer le juridique. L'idée, c'est que si des points de blocage surviennent sur le plan juridique, on aura des équipes par ailleurs qui seront force de proposition pour trouver des solutions avec toi parce qu'elles projettent ce que le deal pourra leur apporter. Alors attention à l'inverse, il ne faut pas faire intervenir le juridique trop tard non plus, quand absolument tout est décidé et bloqué, parce que ça va amener d'autres points de blocage. Il faut qu'au moment où on discute ces sujets-là, on ait encore une certaine souplesse. L'important, c'est qu'au moment où on commence à parler des aspects juridiques, on soit déjà d'accord sur la volonté de faire le deal et sur ses modalités essentielles. Maintenant, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, il faut tout écrire. Il ne faut pas laisser de non-dit. En particulier,
Quand la startup fait des concessions, des efforts particuliers, parce qu'on lui promet d'autres commandes, on lui promet un chiffre d'affaires sur plusieurs années, il faut absolument l'acter. Moi, j'ai déjà eu le cas d'une startup qui avait une relation, un historique particulier avec une équipe dans un grand compte. Et donc, elle avait pris à sa charge des investissements extrêmement lourds en termes humains pour développer des fonctionnalités qui étaient demandées par le grand compte, mais parce qu'elle avait la perspective de travailler avec ce grand compte sur au moins 5 ans et donc d'avoir un afflux de chiffre d'affaires. Sauf que les équipes du grand compte ont changé. Et comme cet engagement de commande n'avait été acté nulle part, le grand compte, il ne s'est pas senti tenu. Et la start-up, elle s'est retrouvée dans une situation économique extrêmement périlleuse. Et ça arrive tout le temps. Que les équipes en charge du projet chez le grand compte changent ou que la politique du grand compte change. Donc le seul moyen de se prémunir face à ça, c'est d'acter l'ensemble des éléments sur lesquels on s'est mis d'accord. Tu l'auras compris, négocier avec un grand compte, c'est pas toujours évident, mais il y a énormément de solutions à trouver et il faut simplement prendre en compte ses enjeux, ses spécificités, ses contraintes et les garder en tête dans toute la négociation, et en particulier son mode de fonctionnement et les organigrammes internes. Une fois que tu as compris ça, il y a vraiment des très très belles choses à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé et t'aidera à négocier le mieux possible. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à le dire en commentaire. Pareil, si tu veux qu'on aborde d'autres sujets ou des points plus spécifiques, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne et à très bientôt.